Boukadi pour un exposé, une conférence sur les séismes, notamment les séismes survenus en Turquie au début du mois de février et qui, selon les dernières informations que je viens d'avoir par ces Boukadi, qui se poursuivent encore. Il y a encore des répliques aujourd'hui même. Le professeur Boukadi, bon, on peut en un mot, on peut le caractériser en disant que c'est un géologue, structuraliste, tectonicien. Pour ceux qui ne sont pas familiers, il n'y en a pas beaucoup dans la salle, je crois, qui ne sont pas familiers avec les terminologies géologiques, bon, ce sont des gens, les structuralistes, qui s'intéressent, comme le mot le dit, à la structure de la croûte terrestre. Et les tectoniciens, ils vont un peu plus loin, ils essayent de décrire, de comprendre la dynamique des couches géologiques. C'est ce que j'ai compris de ces termes-là, parce que moi j'ai fréquenté les tectoniciens et les structuralistes. Je les ai fréquentés simplement, amicalement, toute ma vie, mais je peux avouer que je n'ai jamais vraiment approfondi ces questions-là. Et je m'en excuse auprès d'eux. Peut-être que dans une autre carrière prochaine, je l'espère, je pourrai faire de la structurale et de la tectonique. J'ai commencé d'ailleurs en préparant pas être complètement idiot devant le conférencier, donc j'ai préparé un peu le thème pour comprendre ce qu'il va nous dire. Et je commence à avoir quelques souvenirs, des souvenirs de mes premiers cours de géologie. C'était en 1959. Je crois que personne n'était né dans la salle. C'était à l'Institut des hautes études, Nahj Soukaras. Et on nous disait à l'époque, voilà ce que j'ai retenu de la tectonique, on nous disait que la théorie de M. Wegener sur la dérive des continents, c'était de la bêtise et que ça ne pouvait pas expliquer les formes actuelles des continents. Mais on ne nous proposait pas d'autres alternatives, une autre théorie explicative. Maintenant, il y a une explication très sérieuse que va s'exposer très brièvement, je l'espère, le conférencier, avec tout ce que tous les travaux sur la tectonique des plaques. Donc, je reviens au professeur Boukadi, géologue, structuraliste, tectonicien. Il est né en 1956. J'ai cru comprendre que plusieurs dans la salle étaient nés la même année. C'est bien. En deux mots, son parcours studieux, disons, a été essentiellement à la faculté des sciences, puis à l'université de Strasbourg, au laboratoire de géologie de l'université de Strasbourg, où il a préparé un PhD, un doctorat. Et il est revenu à Tunis, à la faculté des sciences. Mais auparavant, j'ai compris qu'il avait fait un passage de quelques années à l'INRST. Ensuite, faculté des sciences, où il a préparé et soutenu un doctorat en sciences dans les années 90, 1994, si je me souviens du texte que j'ai vu. C'est un géologue qui a formé beaucoup de jeunes géologues, bien sûr en les encadrant en thèse,
que ce soit des thèses, donc, que ce soit des mémoires de DEA ou de master, maintenant on dit master, ou surtout, alors ce qu'il y a de spécifique au département de géologie de la faculté des sciences, c'est l'encadrement de terrain, l'initiation à la géologie de terrain par ce qu'on appelle le stage d'immersion. Et ce stage d'immersion, c'est fondamental pour former les géologues, qu'ils comprennent leur environnement lorsqu'ils vont être livrés à eux-mêmes et qu'ils vont donc ne plus se fier aux connaissances du professeur et à son instinct, mais à leur propre instinct. Quand vous êtes livré tout seul dans la nature, il n'y a que l'instinct qui compte. Et c'est très important. Et pendant le stage d'immersion, c'est ce qu'on leur apprend. S'orienter sur le terrain, quand vous êtes perdu, comment, je suppose qu'avant c'était la boussole, maintenant il doit y avoir des outils beaucoup plus, enfin, des outils pour les paresseux, je dis moi en général, parce que ça ne demande pas d'efforts, beaucoup d'efforts, les GPS et autres, les altimètres, les GPS, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour se repérer sur le terrain. Voilà donc pour l'aspect, le côté formation. Je voudrais maintenant placer le professeur Boukadi dans la... Excusez-moi, je rallonge un peu l'introduction, le professeur, pour permettre à celles qui sont annoncées de sortir des embouteillages et de nous rejoindre. Donc, Sinourdine se situe dans la pure filiation de l'école tunisienne de géologie. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a une école tunisienne de géologie et elle a presque un siècle et demi, 130 ans, exactement 130 ans. Nous sommes en 2022-2023, c'est en 1892 qu'a été publiée la première carte géologique au 800 millième, 1/800 millième de la Tunisie, par un monsieur qui s'appelle Aubert, Philippe Aubert. C'est la première carte géologique. Et puis, tout de suite après, il y a eu une fois que la géologie est cartographiée, c'est un travail de longue haleine, une carte géologique. Et c'est un travail qui ne se termine jamais, puisque nous avons encore des gens dans cette salle, j'ai écouté tout à l'heure, donc des gens qui ont le projet de construire des cartes stratigraphiques, structurales, dans les années qui viennent encore. Donc, c'est 130 ans, plus quelques années, plus 10, 20 ans, la connaissance n'a pas de limite. Donc, après, il y a eu les cartes pédologiques, c'est-à-dire les cartographies du sol, tout de suite après, à la même échelle, puisque la géologie étant faite, c'est très facile de plaquer dessus des informations. Bon, on va pouvoir commencer, puisque le chef est là. Mais je continue tout de même. On peut, les 130 ans de vie de l'école tunisienne de géologie, on peut les subdiviser en deux aires. Disons, comme en géologie, on raisonne par ère. Il y a la première ère, la paléo-ère, et l'ère actuelle. Alors, la paléo-ère commence en 1892, comme je l'ai dit, et elle dure la moitié de 130 ans, 65 ans. C'est-à-dire qu'on arrive à l'année de l'indépendance, presque, de l'autonomie interne. Et cette période a été marquée par tous les géologues français qui se sont succédés.
et qui ont fait un travail absolument fantastique de connaissance de la géologie tunisienne, de cartographie, parfois des bêtises, hein, comme l'histoire du Chod Jérid, l'histoire du creusement du canal qui relie le Chod à la mer, ça date de cette époque-là et d'une spéculation en relation, peut-être pas directe, mais pourquoi pas directe, avec la compagnie des phosphates qui était naissante à l'époque et qui avait besoin d'un grand projet. D'ailleurs, ce grand projet, lorsque les relations avec l'Algérie se sont améliorées lorsqu'il y a eu l'arrivée du colonel Benjdid dans les années 80, qu'est-ce qu'on a imaginé comme grand projet algéro-tunisien? La mer intérieure. La mer intérieure a été reprise comme grand projet et, bon, bien sûr, n'a pas fait long feu. Les Tunisiens freinaient, les Algériens voulaient avancer. Et finalement, il y a eu une création d'une société de développement de la mer intérieure. Et une grande étude a été confiée à des Suédois, si je me souviens. Elle a conclu que c'était titanesque et que ce n'était pas durable du tout, puisque le principal lac sur le passage, les lacs algériens sont bien placés parce qu'ils sont en dessous du niveau de la mer. Et le lac Melrir et le lac, j'ai oublié le nom du deuxième grand lac, mais qui sont à moins 40 mètres. Le fond est à moins 40 mètres. Mais le Chod Jérid, en Tunisie, nous avons deux petits lacs. Le Rarsa qui est à moins 15 mètres et le Chod Jérid qui est à plus 15 mètres, plus 17 mètres exactement, le fond. Donc c'est absolument irresponsable de lancer des projets de mer intérieure pour remplir le Chod Jérid. Malheureusement, très récemment, j'ai reçu une correspondance. Je n'étais pas, c'était à l'époque où le parti un des grands partis politiques quand il y avait les élections de 2012, voilà, 2014, voilà. Un des grands partis, hein, ce n'est pas la peine que je le nomme, le plus grand parti à l'époque, ce n'est pas celui auquel vous pensez, mais le plus grand parti avait fait de la mer intérieure son grand projet. C'est complètement dingue, hein, c'est complètement dingue. Puis ça n'a pas fait long feu, hein. Ça s'est très vite éteint. Donc, j'en arrive à la fin de l'ère, la première ère, avec une production fantastique d'énormément de cartes géologiques à toutes les échelles. Puis on est passé aux cartes au 50 millième. Et enfin, à la fin de cette période, il y a eu la carte de Castani, la carte au 500 millième, qui a été reprise par le service géologique dans les années 70 ou 60, 70. 80, voilà, c'est ça. Voilà. Excusez-moi, pour moi, maintenant, je raisonne plus en années, je raisonne en décades. Bon, donc, elle a été reprise, mais la carte de Castani a été un support très solide qui nous a été légué par l'équipe des géologues français. Et puis sont arrivés les Tunisiens, un peu avant le départ des Tunisiens, c'est Ahmed Azouz, c'est Habib Mazoun, qui a disparu prématurément dans un accident. Ce sont des gens qui ont beaucoup fait pour la Tunisie au moment où ce n'était pas facile pour eux de faire un travail ordinaire. Hein.
Et c'est dommage qu'ils ne soient pas très connus et pas très valorisés, je trouve. Leur parcours n'est pas très, très valorisé. Si Ahmed Azouz a été recruté après la Deuxième Guerre mondiale, hein, il a fait l'école de Nancy, l'école de géologie. Et je crois que c'est en 1947 qu'il a été recruté au service géologique. Il est resté jusqu'à sa retraite. Simazoun, malheureusement, est parti beaucoup plus tôt parce que donc, ce sont les deux seuls Tunisiens qui ont travaillé pendant cette période-là comme géologues. Et puis après, bien sûr, après, il y a eu... alors, la caractéristique de la géologie, c'est que ça doit exister peut-être dans d'autres disciplines, peut-être. Hein. C'est que la connaissance s'est construite en dehors de l'université. C'est bizarre, hein? Mais c'est une réalité. Tous ces gens que je vous ai nommés n'ont jamais mis les pieds dans une université une fois qu'ils en sont sortis, hein, bien sûr. Mais ils n'étaient pas du tout liés au monde de la recherche. Et pourtant, ils ont fait des miracles. Les connaissances qu'ils ont accumulées, ce sont des miracles. Et puis après, la deuxième ère, c'est la post-indépendance, c'est l'université. L'université qui va prendre le relais, qui ne va pas s'en sortir très mal, hein, au contraire. Il y a eu des produits absolument fantastiques. Quand je parle de l'université, c'est aussi l'INRST fait partie de l'université. Hein, c'est le monde de la science avec un grand S et de la recherche. Et là, je ne peux pas ne pas, puisque on a fait une parenthèse historique, et je parlais de la filiation de Nourdine qui s'inscrit dans une filiation, il n'est pas tombé du ciel. Je considère qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont eu un rôle très important sur les jeunes qui sont venus après, dont Nourdine et les autres, bien sûr. C'est Mohamed Lefqih, bien sûr, qui était déjà assistant déjà à l'âge de Qahras, hein, c'est-à-dire en 1960. Il était déjà assistant, 1960. Et puis, il y a eu Sessi, qui a eu beaucoup d'influence sur tous les jeunes géologues qui ont été formés dans les années 70, 80, 90. Et puis, je voudrais citer Abdelhamid Jallouli, qui, lui, a fait un passage à l'université, mais pas tellement. Mais c'est quelqu'un à qui on doit, je ne sais pas, c'est de l'eau de robinet ou de... هذا robinet, هذا ملخته. C'est Jallouli, on lui doit toutes les eaux minérales de Tunisie. Il a découvert les premières, c'est-à-dire le Safia d'avant, hein, pas celui d'aujourd'hui, etc. Il a passé toute sa vie, à travailler sur les eaux thermo-minérales. Voilà, si Nourdine, j'en ai fini avec ta filiation. Hein? Maintenant, tu existes. Tu es là pour nous parler du thème que tu as choisi avec ML, qui est un thème d'actualité. Mais ne nous y trompons pas. L'actualité peut cacher des fondements scientifiques très, très, très profonds. Et dans le cas d'espèce, vous allez voir que ce fait divers d'actualité, c'est-à-dire des villes qui disparaissent, qui tombent avec un tremblement de terre extrêmement intense, eh bien, en fait, c'est le résultat d'une dynamique, hein, Nourdine dirait une tectonique,
d'une dynamique très complexe, et avec des allers-retours entre les observations, entre l'étude de ces ondes qui nous font trembler quand il y a des tremblements de terre, et la structure du globe terrestre. En réalité, là, on connaît aujourd'hui la structure du globe terrestre, interne du globe terrestre, grâce à l'étude des ondes sismiques. Voilà, mais le professeur Boukadi va vous en parler beaucoup plus sûrement, et avec des connaissances actuelles, anciennes et futures sur la tectonique et la sismique, les tremblements de terre. Voilà, Tfadl Sinourdine, tu es à l'aise, tu veux rester là, tu veux aller ici. Merci, cher professeur. Donc, mesdames et messieurs les membres de l'Académie, mesdames et messieurs l'assistance, je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous dans cette honorable institution pour vous parler d'un phénomène d'actualité, à savoir les tremblements de terre. Cet exposé est venu suite aux récentes, ou plutôt récents mouvements qui ont secoué la Turquie et les régions limitrophes. Donc, je vais vous exposer les origines de ce tremblement de terre. Pourquoi ça bouge avec une telle violence en Turquie? Si vous permettez, je vais me lever pour peut-être vous me suivez mieux. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons parler qu'est-ce qu'un séisme ou qu'est-ce qu'un tremblement de terre et pourquoi la terre bouge avec violence. Eh bien, les séismes ou les tremblements de terre sont des catastrophes naturelles. C'est un signe que la Terre est une planète vivante. Un mort ne bouge pas. Donc, la Terre se manifeste par ces tremblements. Et le deuxième indice, c'est les volcans. Ce sont les deux grands témoins d'une planète vivante. Alors, avant de parler des séismes en Turquie, il va falloir d'abord comprendre qu'est-ce qu'un séisme. Eh bien, un séisme est une libération d'une grande quantité d'énergie qui est accumulée en profondeur. Il faut retenir le mot libération d'énergie. Le séisme, c'est de l'énergie qui se dégage des profondeurs de la Terre. Et alors, en bougeant, ou plutôt en se dégageant, ce séisme ou cette énergie est libérée, elle va s'exprimer en créant ou en faisant rejouer des failles. C'est-à-dire, l'énergie va se dégager soit à travers des failles anciennes, des failles préexistantes, soit cette énergie
cumulé ou accumulé va créer de nouvelles failles. C'est pour ça que dans certaines régions, ils ne connaissent pas cartographiquement sur les cartes géologiques, certaines failles n'existent pas, et pourtant des tremblements de terre peuvent surgir à ces endroits-là. C'est-à-dire que ces failles sont nouvellement créées. Alors, d'où vient cette énergie? Cette énergie vient des profondeurs de la Terre par ces mouvements qu'on appelle les mouvements de convection. Au niveau du manteau, donc, le matériel qui est chauffé va se trouver à une température très élevée, il y a une pression très élevée et il va sortir en surface. Et il a des régions bien déterminées ou des endroits par lesquels il peut se mettre en surface. En général, ces endroits-là s'appellent les dorsales ou les dorsales médio-océaniques. Donc, des mouvements de convection du matériel, ou plutôt ces mouvements vont pousser la plaque lithosphérique, qui est en général très lourde. Cette plaque-là va bouger dans certains sens et, en fin de compte, elle doit plonger en profondeur parce qu'elle est lourde par rapport à la plaque continentale. Ces endroits-là, on les appelle les fosses. Donc, les dorsales, c'est le lieu où le matériel sort, et les fosses, ou parfois des zones de collision, on va voir, où le matériel lourd va de nouveau s'enfoncer dans la terre et prendre de nouveau le mouvement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme puisque le volume de la terre reste toujours constant. Un autre schéma, donc, pour ces rides médio-océaniques, on les trouve souvent dans les océans. Et là, nous avons les plaques océaniques qui bougent et qui vont plonger, puisqu'elles sont lourdes. Elles sont plus lourdes que les plaques continentales. Elles vont plonger sous les plaques continentales. Ces zones-là sont des zones qui sont extrêmement mobiles. On trouve donc un contact plaque continentale contre plaque continentale, plaque océanique contre plaque océanique, d'où la terminologie donc des zones de subduction ou les zones de collision. Mais ce sont ces mouvements qui sont à l'origine de tous les déplacements, et ces déplacements-là, au niveau, surtout aux zones de contact, elles vont créer beaucoup d'énergie de telle sorte que le continent ou les zones qui sont limitrophes doivent bouger pour trouver leur place et se réajuster. Alors, qui dit mouvement de convection, donc, ça va mener vers la tectonique des plaques. Et on voit, on prend par exemple l'océan Atlantique, les flèches montrent les directions de déplacement de ces plaques. Ici, on a en gros les 7 principales plaques qui se trouvent à l'échelle de la Terre. Ça, c'est les plus grandes plaques qui se trouvent. Si on peut prendre d'autres plaques, des petites plaques, il y a aussi d'autres microplaques. On peut aller jusqu'au nombre de 12, à peu près 12 microplaques. Il y a les 7 grandes plaques et puis d'autres
microplaques. Donc, ça pousse d'un côté, c'est les lieux d'extension. On voit que les flèches se font donc au niveau de cette ride, par exemple, ride médio-océanique, au niveau de cette ride médio-océanique également qui se fait sur le Pacifique. Mais ce mouvement-là doit être compensé, comme ici, l'image est claire, au niveau du Chili, donc une zone de subduction où la matière ou la plaque lithosphérique va plonger sous la plaque sud-américaine. Il en est de même également pour la plaque nord-américaine. On voit donc que dans ces discontinuités qui apparaissent, nous avons une ligne quand même qui passe par la Méditerranée, donc elle passe par les Açores, qui va, elle est au sud de la Turquie. Donc, dans cette région, donc la région méditerranéenne, on a une mobilité ou une anomalie tectonique qui est importante. Cette mobilité, donc, ou cette plutôt anomalie, provient de ce contact, c'est l'avancée de la plaque eurasiatique, eurasienne et asiatique, vers le continent africain. L'Afrique, elle est en train de plonger sous la plaque européenne. Et la Turquie se trouve juste au nord de cette limite-là. C'est toute une chaîne qui va jusqu'à l'Himalaya. Dans ce secteur, toute cette région, on l'appelle la chaîne alpine parce que toutes les montagnes ont pris naissance à peu près au cours de la même période. Ce sont des chaînes récentes. Pour ça, d'ailleurs, qu'elles sont en relief. Donc, on voit ces flèches qui montrent les zones de distension et les zones de compression. Une quantification de ces déplacements, on voit que tout le long de l'aride ou de la dorsale atlantique, les déplacements se font de l'ordre de 4, de 3,7, de 2,5 cm par an. Du côté du Pacifique, les valeurs sont plus importantes. On a même des valeurs qui atteignent 18 cm par an, ce qui n'est pas négligeable. 18 cm par an, 2 cm par an, ce n'est pas négligeable. On va voir les conséquences de ces déplacements-là sur l'accumulation de l'énergie, sur l'accumulation de la quantité d'énergie. Donc, les lignes qui sont en rouge, ce sont les zones où la Terre est en train de respirer, donc de pousser ces plaques-là, et les lignes verdâtres, c'est les lieux, donc toutes ces lignes-là, ce sont les lieux où la Terre, elle est en train de plonger. Les plaques sont en train de plonger, les plaques océaniques sont en train de plonger sous les plaques continentales. Et également, on a par endroits des plaques continentales contre des plaques continentales. Alors, encore une fois, j'attire... alors, le rouge, c'est la distorsion. Le vert, c'est les zones de compensation. Et ces lignes bleues, c'est des zones de coulissement. Il y a actuellement, toutes les études maintenant confirment qu'il va y avoir un petit bout des États-Unis au niveau de la Californie, la faille de San Andreas, un petit bout des États-Unis qui va migrer, qui va se détacher du continent et qui va migrer en mer. La faille de San Andreas, du point de vue sismique, c'est une faille
qui bouge tout le temps, elle est très active, et également sur le plan modélisation, beaucoup d'informations ressortent et se dégagent de cet endroit. Donc, vous voyez, nous avons en gros trois types de mouvements: la distension, le chevauchement, donc plaque sur plaque, et le coulissement, donc des déplacements latéraux qui se font au sein des continents. Académiquement, il y a 4 types de mouvements: faille normale, faille inverse, décrochement index et décrochement sénestre. Sur le terrain, on peut identifier 12 types de mouvements qui sont actuellement reconnus parce que les déplacements ne se font pas par une cinématique purement normale ou purement inverse ou purement index. Ce sont des mouvements composés, ce sont des mouvements composites. La Terre, un bloc, il descend, en faille normale, il descend normalement. En transtension, on appelle ça transtension, il descend, il peut aller latéralement. Il monte et il peut aller également latéralement en même temps. Donc, actuellement, on reconnaît qu'il y a 12 types de failles ou 12 types de mouvements quand on ne veut pas rentrer trop dans le détail. Alors, les limites des plaques qu'on a vues tout à l'heure sont des zones sismiques par excellence. On voit donc du côté du Chili, les tremblements de terre sont très fréquents et très denses. Côté asiatique, Philippines, Japon, une activité sismique très très importante. Et cette chaîne qui vient de l'Himalaya, donc en passant par l'Iran, la Turquie, l'Italie et un peu l'Afrique du Nord. Heureusement, on n'a pas beaucoup de... On va revenir sur la sismicité en Méditerranée occidentale et on va voir qu'est-ce qu'il en est. On voit, il y a des taches vertes, tout ce qui est vert, ce sont des séismes relativement profonds, et les taches rouges, ce sont les séismes superficiels. Tout tremblement de terre dont la source est inférieure à 70 km est désigné comme étant un séisme superficiel. Nous allons voir les conséquences. Alors, les séismes ne se trouvent pas uniquement tout le long des limites des plaques. Nous avons des séismes interplaques, c'est-à-dire plaque contre plaque. La Turquie est une zone interplaque par excellence, pour ça que ça bouge tout le temps. Nous allons l'expliquer. Les bordures de l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, et le sud-est asiatique, donc tout ce qui est Indonésie, Japon, Philippines, toute cette zone-là, c'est une zone sismique. Mais il existe également des séismes intraplaques, c'est-à-dire qu'il y a des failles qui sont créées, qui sont très éloignées des zones de collision ou des zones de subduction, mais également qui donnent une mobilité. Et cette carte représente tous les tremblements de terre qui ont une magnitude supérieure à 6 à l'échelle Richter déjà. Ce n'est pas tous les tremblements de terre. Juste donc, avant de passer pour cette slide, regardez ce qui se passe ici. Un grand bout de l'Afrique est en train de
de dériver et donc de s'enlever, la région des Afars. Il y a aussi des séismes qui sont liés à l'activité volcanique. En Italie, assez souvent, lorsqu'il y a un volcan, c'est la région qui est très proche de nous, quand il y a un volcan qui s'exprime, des tremblements de terre suivent cette activité volcanique, mais en général, qui sont moins dangereux et on essaye de faire attention parce qu'il y a déjà un signe avant-coureur pour cette activité. Quels sont les paramètres d'un séisme? C'est un peu en général, je vais passer assez rapidement, mais je l'ai fait pour l'assistance. C'est un vocabulaire donc qu'on entend tous les jours. On entend le mot épicentre, on entend le mot faille, on entend le mot foyer ou hypocentre, les stations de mesure, les distances épicentrales. Comme on l'a dit tout à l'heure, cette libération d'énergie se fait toujours à la suite d'une rupture de faille. Et les cercles, c'est la propagation de l'onde. C'est de l'énergie qui se propage sous forme d'onde. On imagine, on prend un petit caillou, on le jette dans une bassine d'eau, qu'est-ce qui se passe? Donc, toutes ces ondes. Et tous les mouvements vont suivre. Alors, il y a le foyer, on parle de foyer ou d'hypocentre. C'est le lieu d'origine de la rupture des roches en profondeur. C'est de là que émane donc la propagation de l'onde. Et il y a l'épicentre, donc à distinguer entre hypocentre, c'est le lieu d'origine, et l'épicentre, qui est le lieu de la surface terrestre, situé exactement à la verticale du foyer. Donc, l'intensité elle est plus importante et c'est aussi le lieu le plus proche du tremblement de terre. C'est pour ça qu'on a le maximum de secousses au niveau des épicentres. Bien sûr, un tremblement de terre, donc c'est une libération d'énergie. Les énergies se dégagent sous forme d'ondes et il y a plusieurs types d'ondes. L'onde P, ou les ondes P qui se dégagent, qui se libèrent et qui sont des ondes de compression. Ils sont assimilables aux ondes sonores et qui se propagent dans tous les états de la matière. C'est très important. Ce sont des ondes qui se propagent dans tous les états de la matière. Ça bouge comme un ressort. C'est un mouvement de va-et-vient. C'est ça, les ondes P. Il y a les ondes S, sont des ondes de cisaillement qui se propagent uniquement dans les solides. Les particules oscillent dans un plan vertical à angle droit par rapport à la direction de propagation de l'onde. Donc, on a un mouvement onde P et on a des mouvements qui se fait verticalement. Et on voit que la différence entre les ondes P et les ondes S, les ondes S se propagent uniquement dans les solides. Et c'est l'identification, ce que disait tout à l'heure donc Subspace, l'identification, c'est avec plutôt la maîtrise de ces ondes-là qu'on a pu reconnaître la structure interne du globe. Il y a des ondes qui ne passent pas dans les milieux liquides et donc elles sont réfléchies
en surface assez rapidement. Par contre, d'autres ondes qui traversent le tout et qui sont captées ailleurs de la surface. Alors, il y a les ondes, ça s'appelle les ondes L ou l'onde Love, sont des ondes de cisaillement. Sont des ondes de cisaillement, et comme les ondes S, mais qui oscillent dans un plan horizontal. Donc, on a des mouvements comme ça, des mouvements qui se font verticalement, et des mouvements qui se font horizontalement. C'est pour ça que lors d'un tremblement de terre, donc quand on regarde les voitures ou quand on regarde les personnes, chacun se maintient dans une position, c'est les arrivées des ondes. Et ces ondes-là, l'onde L et l'onde R, sont les ondes les plus catastrophiques. Elles sont très importantes et c'est elles qui créent le maximum de dégâts. Alors, les ondes de Rayleigh sont assimilables à une vague, donc ça tangue. Également, c'est des mouvements où on dirait que c'est des mouvements de va-et-vient. Les ondes sont assimilables à une vague et les particules de sol se déplacent selon une ellipse. Les personnes ou les objets donc avancent et reculent en même temps. C'est sous l'effet de ces ondes-là. Donc, énergie, propagation d'ondes et 4 types d'ondes qui s'expriment presque momentanément. Alors, j'ai choisi une photo du Japon qui montre ce type d'onde. Ça, on dirait un ruban. On dirait qu'on a pris un ruban, donc on l'a lancé, et ces ondulations, donc, c'est les ondes de Rayleigh, plus les mouvements verticaux qui ont provoqué un effondrement donc, du sol, et un peu loin, une faille donc, qui passe, les mouvements latéraux qui ont coupé la route. Les ondes de cisaillement. Donc, ça, grosso modo, ce qu'il faut retenir d'un séisme, on reconnaît son épicentre, sa propagation, c'est une propagation d'ondes, l'épicentre, l'épocentre, et les différentes ondes. Bien sûr, toutes ces ondes-là sont enregistrées et mesurées par des instruments qui sont modernes et des séismographes. Donc actuellement, on détermine l'intensité ou la magnitude. Je peux faire. Avant, d'ailleurs, le terme d'intensité était réservé à l'échelle de Mercalli. Les séismes ont 2 échelles. On avait 2 échelles, l'échelle de Mercalli et l'échelle de Richter. L'échelle de Mercalli, c'est une échelle qui n'est pas instrumentale, qui n'est pas scientifique. On donne une valeur à la suite d'une enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? À quelle heure? Le monsieur, il s'est réveillé, il dort. Y a-t-il des inondations? Et à la fin, on essaie de quantifier et on donne une valeur de cette intensité. L'échelle de Mercalli est graduée entre 1 et 12. Aujourd'hui, presque on n'en parle plus de cette échelle-là, et c'est les instruments, donc les sismographes modernes qui enregistrent ces signaux ou ces ondes. Et l'échelle de Richter, elle est graduée entre 1 et 9, mais elle reste ouverte. On a déjà enregistré 9, c'est déjà catastrophique. C'est pratiquement, tout peut se mettre à terre, tout peut se mettre à terre. Mais on a déjà enregistré 9,2 dans certains endroits. Donc, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'au début, elle était cernée entre 1 et 9. Et aujourd'hui, on dit qu'elle est entre 1 et 9, mais qui reste ouverte. Ça dépend de l'intensité, de la magnitude du tremblement
de terre. Alors, les instruments classiques des sismographes, si on veut mesurer bande P, un tambour donc avec du papier, et lorsque le tremblement de terre s'effectue, qu'est-ce qui se passe? Le stylet, il va bouger, et ça dépend de l'intensité de la pulsation. Il va alors enregistrer, c'est comme un tout simplement. Si ça bouge beaucoup, donc on a des amplitudes très importantes. Et là, c'est le mouvement verticaux, ou les land S. Donc, il suffit de renverser le tambour et mettre le ressort pour enregistrer ces déplacements. Et ces stations-là se trouvent un peu partout dans le monde pour coordonner ensemble et pour trouver par la suite, pour localiser par la suite l'épicentre avec exactitude. Voilà un résumé presque de toutes des sismogrammes. Donc, le séisme se manifeste à l'instrument du sol, à la surface du sol, pardon, par une série de vibrations qui peuvent être enregistrées au moyen d'un appareil appelé le sismomètre. Tout, on a là l'onde P, l'onde S et les ondes de Rayleigh qui causent surtout les grandes vibrations ou les grandes pulsations et qui causent des catastrophes si ce séisme est important. Alors, ce qu'on doit également retenir, c'est que 3 types de séismes, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le séisme superficiel qui va depuis la surface de la Terre, donc il émane depuis la surface de la Terre jusqu'à 60 km, il est localisé. Le séisme intermédiaire, de moins 60 à moins 300. Le séisme profond, qui va au-delà de 300 mètres. Et ce sont les séismes superficiels qui sont les plus destructeurs, parce que ces séismes sont proches de la surface, alors que les séismes qui viennent des profondeurs ont le temps de s'amortir progressivement en allant vers la surface. Et la plupart des séismes, dans certaines régions, on trouve les deux, des séismes donc, superficiels, des séismes intermédiaires et même parfois des séismes profonds. Nous retenons que les séismes superficiels, si l'hypocentre, le foyer se trouve entre cette fourchette, il est destructeur. Turquie, le 6 mars, l'hypocentre était à 17 km, 17,8 km. Donc, c'est un séisme qui est superficiel. C'est pour ça qu'il a causé énormément de dégâts. Voyons maintenant la sismicité en Méditerranée et la place de la Turquie. Donc, ça, c'est une image satellite. Voici la Turquie. Elle a une bonne partie sur la Méditerranée orientale, mais la Turquie, elle fait partie d'une chaîne, d'une longue chaîne de montagnes qui va jusqu'à l'Himalaya. La genèse, donc, elle fait partie également de la chaîne alpine. Il y a des déformations anciennes, mais elle fait partie de la chaîne alpine, comme les Alpes, comme l'Italie. On parle de chaîne alpine parce que, par référence aux Alpes, les Alpes, la France, elle est limitée donc au sud-est par les Alpes et au sud-ouest par les Pyrénées. Les Pyrénées, c'est des chaînes de montagnes qui sont un peu plus vieilles que les Alpes. Et notre chaîne alpine, l'Afrique du Nord, par exemple, elle fait partie de la chaîne alpine. Nous allons revenir sur les relations tectoniques
qui existent entre ces différents rameaux de chaîne. Alors voilà la sismicité en Méditerranée. Et voici la Turquie. Tous les rangs, tous les points, c'est les épicentres. Tout ce qu'on voit là, c'est des épicentres de séisme. Et la couleur qui domine, c'est cette couleur rougeâtre. Donc, la plupart des tremblements de terre qui ont pris naissance, ce sont des tremblements de terre superficiels. Par conséquent, ce sont des tremblements de terre catastrophiques. Quelques tremblements de terre, donc la couleur, c'est la profondeur. Et l'importance du rang, c'est l'importance de la magnitude. On voit donc dans la partie orientale de la Turquie des amas d'épicentres et on a des lignes qui vont vers l'Italie, vers les Alpes, et une ligne quand même qui passe par l'Afrique du Nord et qui tourne, elle arrive jusqu'aux Açores et qui touche la partie sud de l'Espagne. Alors, la Turquie, voici le cadre tectonique de la Turquie, ou son contexte. Nous allons retenir trois grandes failles qui sont essentielles dans toute cette dynamique de tremblement de terre. La Turquie, ou la plaque, c'est une microplaque. La Turquie, à elle seule, est une microplaque tectonique. On l'appelle la plaque anatolienne. Elle est limitée au nord par une faille presque est-ouest. Elle s'appelle NAF, on l'appelle la NAF, North African Fault. Et dans la partie ouest-est plutôt, une autre faille qui limite toute la bordure en allant vers Chypre et se greffe à cette faille-là une importante faille qui émane de la mer Rouge. Cette faille-là, elle s'appelle DSF, c'est-à-dire la faille Dead Sea Fault, c'est la faille de la mer Rouge. On l'appelle communément également dans la littérature la faille de Levant. C'est la faille de Levant. Cette faille est très importante dans toute la dynamique de la Méditerranée orientale. Alors, on a la microplaque anatolienne et la plaque arabique. Cette plaque arabique, elle est en train de pousser vers le nord et elle s'enfonce sous la plaque eurasiatique. Donc, cette zone charnière, c'est une zone d'une grande mobilité. C'est le lieu d'affrontement. C'est le lieu d'affrontement donc des plaques et par conséquent, les bordures vont bouger, les bordures de ces plaques-là vont bouger soit dans un sens, soit dans un autre. Alors, tout ce que vous voyez en rouge là, avec les barbelures, les petits triangles, on voit le déplacement c'est la limite de la grande plaque eurasiatique avec la plaque africaine. Toutes ces lignes elles vont vers l'ouest et s'approchent de la Méditerranée occidentale. Voici un schéma donc plus clair de ces microplaques. L'Anatolie, la plaque nord, donc anatolienne, et l'Arabie. Et comme on l'a dit, cette plaque arabique, elle est en train de migrer vers le nord, elle pousse
avec une moyenne de 2,5 cm à 3 cm par an, et elle vient heurter la plaque asiatique, euro-asiatique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette zone de contact-là, c'est une zone mobile, et c'est là que ça a eu les tremblements de terre. Donc, c'est une zone de confrontation entre deux microplaques, la plaque arabique et la plaque anatolienne. La plaque arabique, elle est en train de se détacher de la mer Rouge et elle subit un mouvement anti-horaire, elle monte en haut. Par contre, l'Anatolie, elle est en train de glisser donc vers le sud, mais en même temps d'être expulsée vers l'ouest. L'Anatolie, l'image qu'on peut retenir de cette Anatolie, c'est comme si on prend un morceau de savon un peu mouillé, on le prend d'un seul côté et on le pince. Quand on le pince, qu'est-ce qui se passe? Il va glisser. C'est exactement ça le mouvement qu'est en train de subir actuellement la Turquie. Par conséquent, on va avoir une grande concentration d'énergie également de ce côté-là. Alors, avant donc de passer sur cette diapositive, on regarde que les mouvements tout le long de la faille, au fait, ce n'est pas une seule faille, la faille nord-anatolienne. La faille sud-anatolienne également, ce n'est pas uniquement un seul, ce sont des rameaux de faille. C'est une ceinture tectonique, une tectonique belt. C'est des rameaux donc, qui sont en relais, qui se relaient dans l'espace, et parfois ils se relaient dans le temps lors de leur expression. Donc, c'est un décrochement. La faille nord-anatolienne, c'est un décrochement dextre, on voit les signes de flèche, et la faille est-anatolienne, c'est un décrochement sénestre. Et puis, il y a cette faille-là, la faille de la mer Morte ou la faille de Levant, qui, elle, bouge en décrochement sénestre, et tout est conforme avec la poussée de la plaque anatolienne. Donc, on pousse et en même temps on translate latéralement. On pousse et en même temps on translate latéralement, ce qui donne la complexité d'une cinématique. Ce sont des cinématiques composées. Ce ne sont pas, les failles se manifestent selon une cinématique composée avec deux mouvements à la fois. Un schéma encore un peu plus simple. La mer Rouge, elle est en train de s'ouvrir. En s'ouvrant, elle pousse la plaque arabique. On regarde, si on met une flèche, si on essaie de relier les flèches, on a tendance que l'Arabie, elle a tendance à plonger en tournant. C'est ça le mouvement anti-horaire. Donc, la mer Rouge est en train de s'ouvrir, créant des mouvements sénestres tout le long de la faille de Levant, la faille de la mer Morte. D'ailleurs, ce bassin-là, il est tout à fait spécial. La mer Morte se trouve dans une altitude tout à fait particulière. Salinité extrême. C'est une mer qui se trouve dans parce qu'elle est née à la suite de cette à la suite de cette tectonique, donc tout le long de la faille. Et qu'est-ce qu'on remarque également? Que toutes ces failles-là vont converger et partir vers l'Iran. Donc, au nord, on a comme un poincement, une partie qui va migrer vers l'ouest et une partie qui va migrer vers l'est pour rejoindre les failles qui affectent les Zagros, la chaîne des Zagros en Iran.
Alors, une cartographie des zones à risque. Les derniers tremblements de terre ont eu lieu tout le long de cette faille. C'est la faille est-anatolienne, EAF, est-anatolienne Fault. Mais on voit que toute la partie septentrionale de la Turquie est jalonnée par cette faille, la faille qu'on appelle la faille nord-anatolienne, et qui est une faille très active où on enregistre régulièrement des tremblements de terre. On n'entend pas parler parce que les magnitudes, quand c'est des magnitudes de 3,5, quand c'est des magnitudes de 4, on n'en parle pas. Mais on parle lorsque la magnitude est vraiment très, très importante. Donc, cette microplaque anatolienne, elle est limitée au nord par cette faille. D'ailleurs, le bassin, cette mer-là, c'est la mer de Marmara, c'est une mer qui pratiquement, qui a eu naissance presque dans le même contexte que la mer Morte, mais dans une cinématique qui est opposée. Ici, dans une cinématique de décrochement d'Aix, alors que la mer Morte, elle a pris naissance dans une cinématique de décrochement sénestre. Et une grande quantité d'énergie suite à cette expulsion, donc suite à l'expulsion de cette plaque, une grande quantité d'énergie est expulsée vers l'ouest et elle est en train de s'accumuler dans ces zones-là. D'ailleurs, pas plus tard, lundi, c'était le 6 mars, un tremblement de terre a eu lieu dans cette zone-là. Donc, une mobilité intense suivant les failles, une expulsion vers l'ouest de toute l'Anatolie, et avec cette expulsion, c'est de l'énergie qui migre. Tout est un problème d'énergie. Le tremblement de terre, c'est de l'énergie qui se dégage. Bien sûr, le mont de Liban bouge de temps en temps à la suite de la mobilité de ces failles-là. Et donc, voilà, ça c'est une carte que j'ai pu avoir jusqu'à 2006, et on voit l'intensité des épicentres dans la partie ouest. Cet alignement-là, c'est l'alignement de la faille nord-anatolienne. Cet alignement, c'est l'alignement des épicentres de la faille est-anatolienne. Et toute cette partie-là, c'est une partie qui est très mobile, très active, où il y a beaucoup de tremblements de terre. Et dans certains tremblements de terre sont aussi violents et ils ont causé beaucoup de morts. Alors, vous avez toujours les profondeurs. Donc, on voit encore une fois que c'est cette couleur marron et cette couleur jaunâtre qui prédomine en Italie. Ça veut dire que les séismes sont des séismes superficiels et par conséquent, ils sont dangereux. On note quelques séismes profonds en s'approchant des îles grecques et de la Grèce. Alors, le tremblement de terre qui était à l'origine de cette conférence a eu lieu le 6. Le 6 mars, le 6 février. Le 3 février, il y a eu déjà un tremblement de terre qui a annoncé. Donc, la plus grande catastrophe a eu lieu le 6. Le 3, un grand tremblement de terre d'une magnitude de 4,4, ça a été ressenti, mais les gens n'ont pas donné d'importance, parce qu'en général, on donne d'importance lorsque le séisme est supérieur à 6.
magnitude 6 et qui crée de dégâts. Et voici le tremblement de terre donc, de 6 mars. En fait, il y avait 2 tremblements de terre qui se suivent. Le premier, c'était 7,8 et le second, 7,5. Donc, le premier, il a tout déjà cassé et le second, il a terminé donc, ce qui est encore debout. Et ces tremblements de terre se sont effectués sur la est anatolienne, qui est une discontinuité. Donc, c'est une zone mobile. Donc, pour nous, rien d'étonnant. La Turquie, elle a bougé dans son sismicité historique, dans le temps. Elle bouge actuellement et elle bougera dans l'avenir. De combien, quand et comment, ça, ce sont les points d'interrogation qui restent soulevés. Alors, ces tremblements de terre, en 24 heures déjà, donc 4h17, donc 2 heures du matin, heure de Paris, le 6 février, il y a eu ce tremblement de terre. Et ça, c'est la zonation, il a été ressenti dans toute cette région. C'est la zonation sismique, entre autres en Syrie. Et avec ces 2 tremblements de terre, on voit le nombre de répliques, tremblements de terre plus une série de répliques, parce que la Terre, elle doit trouver son équilibre. C'est ça le... Il y a de l'énergie qui se dégage, elle est violente, elle est moins violente, mais une fois qu'elle bouge, il faut qu'elle se réajuste pour que la Terre trouve son équilibre. C'est ça, disons, la signification des tremblements de terre. Le 7, donc le 6, on a vu ces 2 tremblements de terre avec les répliques, et le 7, tout le long de la faille de Levant, la faille de la mer Morte, un tremblement de terre a bougé. Et de l'autre côté, vers l'Iran, donc sur la chaîne de Zagros, un tremblement de terre a bougé. Ce qui montre bien que c'est une ceinture tectonique qui est liée et que cette Arabie, lorsqu'elle bouge, elle peut casser, donc elle crée des craquelures un peu partout et il faut qu'elle se réajuste pour trouver sa stabilité. Et tout est lié. Alors, juste une petite parenthèse, beaucoup d'écoles, notamment des écoles françaises, s'attendaient à un tremblement de terre tout le long, un tremblement de terre très violent tout le long de la faille de Levant. Mais donc, la grande quantité d'énergie s'est dégagée tout le long de la faille est-anatolienne. Et donc, on voit que l'énergie, elle se propage parce que c'est comme des maillons de chaîne. Donc, les chaînes de montage, ce sont des maillons qui, lorsque on bouge un maillon, le second doit se réajuster pour trouver son équilibre. Alors, j'ai choisi cette diapositive qui a été cette photo, donc elle est levée tout le long de ce dernier tremblement de terre sur la faille Est. L'Arabie, elle est en train de bouger de 2,5 cm par an, mais le déplacement qui a eu lieu tout le long de cette faille, il était de 3 mètres. C'est énorme. Il était un déplacement sinistre. Voilà, le passage de la faille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déformé les chemins de fer en mouvement sinistre. Donc, 2,5 chaque année, l'énergie, elle peut être emmagasinée. Elle peut ne pas se libérer instantanément. Et ainsi de suite. Elle cumule progressivement cette énergie jusqu'à ce qu'il y a rupture. Ça ne peut plus donc supporter et toute cette énergie-là sera libérée sous forme de tremblement de terre. Alors, quelques photos des dégâts. Certainement, vous avez vu à la télévision
des images, donc un paysage un peu apocalyptique. Et tout ceci est dû à plusieurs facteurs. Ce n'est pas même l'heure du tremblement de terre est importante dans l'identification, sans parler des constructions, bien sûr. Voilà, donc peut-être une dernière photo pour la faille. Je voudrais bien que le public donc retienne également cette faille. On n'en parle pas beaucoup dans la littérature, mais cette faille qui part de la mer Rouge, en passant par le golfe de Aqaba, en longeant donc en limite Palestine, Jordanie, elle touche les monts de Liban et qui se greffe sur la faille est-anatolienne. C'est une faille qui est d'une très grande mobilité et ils sont en train de la suivre méticuleusement. Donc, beaucoup de laboratoires sont en train de la suivre méticuleusement, cette faille. Ça, c'était la faille est-anatolienne. Maintenant, on voit que la nord-anatolienne, c'est une zone qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une zone d'une grande mobilité. Des séismes destructeurs donc, ont eu lieu dans 1939, 1942, 43, 51, 44, 67, 99. Il était très, très, très violent ce tremblement de terre, ainsi de suite. Donc, on a une autre faille mobile. Et finalement, c'est Turquie. Qu'il y ait des tremblements de terre, ça s'explique. C'est une zone qui est coincée entre des failles majeures, c'est des limites de microplaques, ça bouge tout le temps, et par conséquent, peut-être qu'il sauver les vies. Il faut que le dossier soit sur la table, surtout au niveau des constructions et d'autres facteurs, l'éducation de la population et tout. Mais ce que on doit retenir, on pince, on comprime du nord vers le sud, plaque arabique, plaque eurasiatique, on comprime et on expulse latéralement. La Turquie est en train d'être expulsée latéralement. Quand elle se détache, des tremblements s'effectuent ici et une grande quantité d'énergie passe dans la partie ouest. Voilà quelques exemples de la faille nord-anatolienne. Donc, en 1999, c'est une magnitude de 7,2. En 1999, donc entre août et novembre, une magnitude de 7,2 et d'autres failles également sont greffées sur ces rameaux de failles. Nous retenons également pour les tremblements de terre, jamais une faille est tracée à la règle, c'est des rameaux de Gafsa chez nous, la faille de Gafsa, c'est une succession qui est une faille importante, c'est une succession de rameaux. Quand on a fait sa cartographie, parfois les rameaux ne se joignent pas, mais ils font partie du même système de failles. Et cet aspect losangique est un aspect qui est très significatif pour nous en tant que de structuralistes, parce que les flèches, on ne les voit pas sur le terrain, mais on voit autre chose, on voit la géométrie des blocs qui sont décrochés, et à la lumière de ces géométries-là, on peut détecter des mouvements. Donc la faille nord-anatolienne est une faille qui est importante. Voici donc quelques exemples de séismes situés tout le long de cette faille. 1999, 1200 morts, 2000 de morts, 99 également 20 000 morts. C'était je me rappelle bien, c'était un tremblement de terre très, très violent. Et donc, la Turquie connaît ce type de sismicité, connaît aussi ces magnitudes qui sont importantes. Là, jusqu'à présent, on n'a pas parlé des magnitudes faibles. On n'a parlé que des magnitudes qui sont importantes. Et cette zone-là, qui est le coin tectonique, la zone de pincement, tout vient de là
les choses s'expulsent et donc toute l'énergie va être redistribuée à son axe pour que le bloc, pour que la plaque trouve son équilibre. Alors, une autre cartographie plus régionale pour montrer que la faille nord-anatolienne, la faille est-anatolienne, la faille de Levant, donc les zones à risque, et on voit que la partie ouest, elle est de la Turquie, donc elle constitue un amas de concentration d'énergie très important, et elle est le fief, et elle sera le fief de tremblements de terre donc à l'avenir, et que cette ceinture tectonique, elle passe par les chaînes de montagnes des Zagros qui se trouvent en Iran pour aller rejoindre par la suite donc la chaîne de l'Himalaya, et qui est une conséquence de la poussée de l'Inde contre la chaîne eurasiatique. Alors, ça, c'est à peu près la Turquie. C'est de l'énergie, c'est une microplaque limitée par des failles importantes et mobiles. Elle est en contact de microplaques très importantes. Donc, les tremblements de terre ne sont pas un événement. C'est une conséquence, à la limite. Voyons qu'est-ce qui se passe un petit peu quand on s'approche de chez nous. Donc, les chaînes de montagne, ou plutôt les failles qui venaient de la Turquie vont faire le pourtour de la mer Adriatique. Ils vont créer une ceinture au niveau des Alpes et ils vont passer par le sud de l'Italie pour venir chez nous en Afrique du Nord. Et c'est pour ça que l'Italie est aussi un pays sismique. En général, quand il bouge en Afrique du Nord, ça bouge automatiquement en Italie. L'inverse n'est pas, quand ça bouge vers le côté ouest, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours évident. Et ceci à cause de la poussée de la Méditerranée vers les parties orientales. Voici donc quelques images des derniers tremblements de terre qui se sont effectués en Italie. L'Algérie, elle est connue également par sa sismicité, parce que nous avons une ligne qui vient du sud de l'Italie et qui traverse le nord de l'Algérie. Cette ligne passe juste au nord des côtes tunisiennes. Le tremblement de terre le plus violent, le plus significatif qui a eu lieu en Algérie, c'est le tremblement de terre de la Snem qui a eu lieu le 10 octobre 80. Ouais. Il y a eu après Orléansville. Ouais. Il y a eu même, mais nous retenons le tremblement de 10 octobre 80 qui était un tremblement de terre. L'Algérie à l'époque n'était pas bien armée, elle n'avait pas des moyens de détection, des stations de mesure des tremblements de terre. Et à l'époque, c'était l'Institut de physique de Globe de Strasbourg qui avait téléphoné à Alger pour leur localiser l'endroit du tremblement de terre pour envoyer les secours. Maintenant, il y a l'Algérie, c'est un pays qui est devenu très performant, et c'est devenu même une école. Ils ont des excellents ingénieurs en sismologie et leurs mesures sont devenues très, très fiables. Voilà quelques images donc, des tremblements de terre de la semaine. Qui a eu lieu en 80. Alors, qu'en est-il de la sismicité en Tunisie? 2 mots pour au moins savoir. On regarde cette ligne rouge, c'est les limites des plaques presque.
la plaque africaine, la microplaque de la Turquie avec les îles Chypre, etc., Grèce, la mer Adriatique, l'Italie, et puis la Sicile, et puis cette ligne, elle descend un peu plus vers, elle descend logiquement, elle est un peu au nord, et elle va vers l'Algérie. L'Algérie se trouve vers le front du contact entre la poussée de la plaque européenne et la plaque africaine. Et c'est pour ça que le maximum de tremblements de terre s'effectue à cet endroit-là. Voilà la ligne à peu près. Donc, on les ramène des Açores. Elle passe au nord de la Tunisie. Elle contourne la Turquie. Elle passe par les Zagros et elle va à l'Himalaya donc pour se connecter avec les tremblements de terre qui se sont produits à Sumatra, puis aller vers le Japon et la Philippine. Voici donc une carte de la Tunisie. La sismicité chez nous, elle est fréquente. Avant-hier, un tremblement de terre de magnitude 3 a eu lieu في نفزة. اليوم في المستير. Voilà. Donc, mais comme ces tremblements de terre ne font pas de dégâts, donc en général, on n'en parle pas. Mais nous avons pratiquement, dans le monde, il y a des milliers de tremblements de terre qui se font tous les jours. Ça dépend de leur magnitude, ça dépend de leur intensité. Alors, les zones les plus mobiles, excusez-moi, les zones les plus mobiles qui sont connues en Tunisie, c'est la région de Ghardimao, Jendouba, ainsi de suite. La faille qui a bougé avant-hier, on l'appelle la faille de Ghardimao Kapserat. Ça a bougé à Nefza, exactement. Elle passe par la fenêtre de Nefza. On a regardé de près. La région de l'Alia, parce que sa composition lithologique, d'ailleurs comme tout le nord de la Tunisie, il a une composition, une superposition géologique un peu anormale, mes collègues géologues le savent, et entre autres, on a beaucoup d'affleurements de Trias, et c'est cette couche plastique qui facilite beaucoup le déplacement. Mais je dis que heureusement que ça bouge tout le temps chez nous et qu'on n'attend pas une grande accumulation d'énergie pour donner une catastrophe. Il y a également, donc Monastir, la faille de Monastir, elle est connue. On a un collègue déjà qui a travaillé sur cette faille-là, la faille de Skans Monastir qui va vers Hammamet. Et puis, l'autre région sismique, c'est la région de Gafsa qui est liée à la cinématique de la faille de Gafsa. Ça bouge tout le temps, 2, 3, c'est très classique. Alors, avant-hier, moi j'ai dit ça a bougé dans la région de Nefza. Il y a 2 mois, ça a bougé dans le nord dans la région, au sud de la région de Mjezelbek. Ça a donné une magnitude de 4,2. Et juste donc pour information, en juillet 1987, le Trias, la mobilité du Trias dans cette région-là a provoqué des tremblements de terre pendant 17 jours. Juillet 1997, la terre tremblait dans la région de Mjezelbek et environ pendant 17 jours. Ce qui a créé une panique chez la population et les gens ne savaient pas. Il y a eu même beaucoup de spéculations. Ce n'est pas la peine d'en parler. Alors, juste 2 mots, je ne peux pas terminer cette conférence sans. Les tsunamis sont une conséquence des séismes.
les tsunamis, donc les séismes qui se produisent dans la mer ou à proximité de la côte peuvent être à l'origine de raz de marée qu'on appelle tsunami. Et la plus importante caractéristique d'un tsunami est sa capacité à se propager à travers un océan entier. Elle peut se propager à travers un océan entier et causer beaucoup de dégâts. Voilà donc une image. Ça, c'est en Indonésie, à Sumatra. L'épicentre est là. Et on voit les vagues qui vont jusqu'en Inde et qui se déplacent donc latéralement. Alors, plus la côte est proche, évidemment, plus les dégâts vont être importants. Plus on s'éloigne, plus ces vagues-là vont s'amortir progressivement. Encore, donc, avec le temps, voilà, ça va aller jusqu'à 180 minutes. 180 minutes, c'est-à-dire 3 heures. Et dans 3 heures, on peut prévoir beaucoup de choses. On peut éviter, on peut téléphoner aux gens qu'il y a eu un tremblement de terre ici et préparez-vous, évacuez les côtes. Alors, un schéma très simple, tout le monde est tranquille, une faille qui se produit, une vague énorme donc, se manifeste à l'aplomb de cette faille. Qu'est-ce qui va se passer? La terre va se retirer, la mer plutôt, va se retirer en formant des ondes, puis elle va revenir pour dévaster le continent. C'est ça le raz-de-marée. Elle se retire, la mer se retire énormément, puis un raz-de-marée pour... Voilà. Donc, un tremblement de terre, une tsunami du côté du Japon. Donc, à 3 heures, elle arrive à 3 heures du temps après l'apparition du tremblement de terre. 6 heures, 9 heures, 12 heures, 21 heures. Donc, dans le cas des tsunamis, on peut avertir les voisins ou les côtes voisines, contrairement au tremblement de terre, même s'il se produit chez nous et il va se produire dans un autre endroit, on ne peut pas leur dire préparez-vous, il va y avoir un tremblement de terre. Par contre, lorsqu'il y a une tsunami, on peut avertir les gens et donc envoyer, faire des préventions et envoyer également des secours. Quelques images de tsunami. Donc en Indonésie, ça c'est la côte avant la tsunami, ça c'est la côte après. Et donc les dégâts que peut causer les tsunamis, ça c'est, si on ne prend pas la photo, on a du mal à croire que ce paysage. Et voilà également le paysage à la suite des tsunamis, où il peut y avoir, en plus, il peut y avoir des incendies. Les incendies peuvent créer des morts. Et donc, le nombre de morts il ne doit pas être totalisé uniquement par le tremblement de terre ou par le tsunami. C'est par les phénomènes secondaires qui prennent naissance. Alors, peut-on prévoir un séisme? On sait que dans ces zones il bouge. La technologie actuelle ne peut pas le permettre. Les séismes les plus puissants ne sont pas forcément les séismes les plus dévastateurs. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Et une éducation de la population est indispensable dans ces pays, ces pays. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'étais pas long. Non, c'est passionnant. Passionnant. Si. Je vous
Merci beaucoup, professeur Boukedi, pour cet exposé qui était vraiment très instructif. Merci aussi à Simon Fabspes pour avoir introduit en fait toute la géologie tunisienne. Maintenant, c'est vrai que comme c'est très impressionnant, ces catastrophes naturelles, on est quand même un peu étonné que la science reste, disons, je dirais, incapable de prévoir. Or, quand on sait qu'il y a des milliers de mini-séismes ou de grandes catastrophes qu'on peut modéliser, mesurer, dont on sait où ils se trouvent et comment ils se réalisent, comment se fait-il qu'on n'est pas modélisé avec l'intelligence artificielle en termes de, disons, de survenue de ces catastrophes? Bon, que l'on puisse prévoir un tsunami, c'est bien, mais le mieux, c'est de prévoir les séismes. Et est-ce que la science et la recherche actuelle va dans ce sens? C'est juste ma question. Public. Ok, merci Sinordine pour cet exposé vraiment clair, bien illustré et bien détaillé aussi. J'aurais tendance à dire que c'est un exposé sans faille. En fait, j'aurais juste quelques remarques plutôt que des questions. D'abord, on parle parfois, tu as parlé de séismes en Turquie. En fait, il ne faut pas oublier que les ondes P et S dont tu as parlé ont des vitesses différentes. Donc, les premières qui arrivent, c'est les ondes P, mais elles sont suivies. Bon, on connaît à peu près les vitesses P et S. On peut même calculer le temps qui va séparer les deux, peut-être quelques secondes. En fait, ça dépend de la profondeur donc, du séisme, de l'épicentre. Mais c'est le même séisme, en fait, mais qui arrive à deux zones, disons, à deux périodes de temps différentes du fait de leur vitesse différente. La deuxième remarque concerne, disons, le réseau de failles ou la grande faille qui sépare l'Afrique de l'Europe ou de l'Eurasie. Sur toutes les figures que tu as montrées, elle est presque est-ouest, elle va jusqu'aux Açores en passant légèrement par l'Afrique du Nord, mais en fait, peut-être qu'il y a une autre branche beaucoup plus active, en tout cas en Afrique du Nord. Tu as parlé de l'Asnem, mais il y a Agadir aussi, et si tu traces une ligne qui va du côté de Nefza jusqu'au Nagadir, ben ça va être sud-ouest-nord-est plutôt que est-ouest. Et c'est pour cela que l'Afrique du Nord est concernée par ces séismes-là. Et c'était des séismes catastrophiques, que ce soit en Asnem, qui a été maintenant renommée Chlouf, mais qui a été construite un peu loin que de la location. Et puis Agadir aussi, qui était dans les années 60, je crois 60 ou 62, aussi catastrophique, alors que ça apparaît sur les cartes comme étant est-ouest seulement. Bon, la notion de catastrophe, en fait, s'il n'y avait pas d'habitation ou si les habitations étaient bien construites, un peu comme maintenant au Japon ou en Chili, peut-être la catastrophe, entre guillemets, n'en serait pas une.
Et ça dépend bien sûr du nombre d'habitants, ça dépend des constructions. Et tu sais, bon, tous les journaux en ont parlé. Il y a des promoteurs immobiliers qui ont été arrêtés parce que, certes, il y a des procédures, disons, de construction antisismique, mais n'ont pas été respectées. Donc, l'aspect respect des normes et ainsi de suite, alors que la Turquie est bien connue depuis pas mal de décennies par ces séismes catastrophiques. Mais si c'est le même séisme se passe au Japon à 5 sur l'échelle de Richter ou même 6, c'est peut-être quelques bris de vitres, mais il n'y a pas de catastrophe. Alors que la même magnitude en Égypte ou ailleurs, ou peut-être même en Tunisie, ça aurait été catastrophique. Donc la notion de catastrophe n'est pas, comme tu l'as dit, aussi liée à la magnitude. Elle y contribue, mais c'est à l'homme de se prévenir à l'avenir. Quant aux prévisions, bon, tu n'as pas beaucoup parlé. C'est vrai qu'on a encore au stade où on ne peut pas prévoir, disons, de façon précise. Mais j'ai vu que pour un article, maintenant on fait de la modélisation, l'intelligence artificielle, on améliore, disons, nos prévisions. Maintenant, ce qui est dit, publié, c'est que la faille nord anatolienne qui passe par la capitale, donc risque d'être très active dans un délai d'une trentaine d'années qui va dépasser les 7 sur l'échelle de Richter. Donc, on commence à s'améliorer un peu. Sur la graphique que tu as montrée, bon, il y a des prémices à la grande catastrophe. Bon, elle ne dure pas longtemps, effectivement, peut-être quelques minutes ou parfois quelques jours. Il y a quelques petits séismes annonciateurs. Pour les volcans, maintenant, on commence à mieux cerner les volcans par leurs manifestations préliminaires avant l'éruption proprement dite. On se rapproche au niveau des séismes. Malheureusement, on ne sait pas encore le dire si c'est demain ou après-demain ou dans un an, mais on commence à avoir une certaine tranche de temps. Donc, les pays tels que la Turquie ou d'autres doivent se prémunir contre pour les générations futures, pour se prémunir contre ça, à la lumière de ce qu'a fait le Japon ou le Chili, qui sont, disons, sur la bonne voie, même si ce n'est pas tout à fait résolu. Voilà, merci pour ta présentation. Merci. La question d'abord, le plus important, selon moi, ce sont les prévisions maintenant. Parce que faire un constat, c'est beau, mais prévoir, c'est le plus important. La question que je pose, maintenant qu'on a vu toutes ces lignes de failles qui ont été dessinées, tracées, ça veut dire qu'il y a eu un diagnostic de l'existant. Après ça, je me place dans une dynamique. Si je refais le même travail de reconnaissance de ces failles, de ces plaques, etc., je peux éventuellement enregistrer des changements, des déplacements, et ainsi de suite. Vous voyez le raisonnement, c'est-à-dire je me place dans une dynamique pour revoir toutes ces lignes, toutes ces plaques, etc., et arriver à une modélisation. Certains ont parlé d'intelligence artificielle, etc. Je dirais une modélisation, c'est-à-dire une formule qui nous aide à prévoir le changement continu. Et donc, arriver, peut-être pas à quelques jours près ou semaines près, mais à une éventuelle prévision de ce qui peut arriver. Est-ce que vous pensez qu'en matière de recherche, et quand on a les moyens, on ne peut pas améliorer nos capacités prévisionnelles? Merci. Merci. Merci, Sinourdine, pour votre conférence très pédagogique. J'ai une petite remarque, c'est que, à mon avis, je ne sais pas si je peux dire que les séismes ne tuent pas. Mais les séismes ne tuent pas, mais c'est les constructions
Si on construit sur une faille de Sant Andreas, on est sûr qu'on va avoir des dégâts. Donc, l'être humain, le citoyen, il connaît qu'il y a une faille qui va bouger toute la vie. En Arménie, quelques années, je ne sais pas, 350 000 ou 300 000 ou 200 000 morts. Donc, on connaît que ces régions-là, ils ont bougé. En Turquie, ça bougeait avant. Et si on construit des 4 étages, 5 étages sur une faille aussi violente que celle-ci, c'est qu'on va tuer des gens. Donc, c'est... je dis, oui, bon, les constructions parasismiques coûtent trop cher. Donc, il ne fallait pas autoriser à faire plus qu'un rez-de-chaussée dans ces zones-là. Les Algériens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déplacé la ville parce que l'Asnem, ça va bouger jusqu'à l'éternité. Donc, à mon avis, le séisme ne tue pas, mais c'est l'homme qui tue. Les conséquences. Oui, c'est l'homme اللي يتعلق على يقرب يجي الواد ماشي هكا يحب يعدي منه. Bien sûr, vous allez avoir des problèmes. Donc, et comme les constructions parasismiques sont trop chères, parce que c'est beau de dire construire comme le Japon, mais il faut voir que les constructions chez nous coûtent trop cher. Et si on va faire des constructions parasismiques, donc ça va être inabordable. Donc, il faut éviter les zones où ça bouge tout le temps, à mon avis. Et merci. Très bien. Je crois qu'on a, on a fait le plein de questions. C'est aux conférenciers donc de répondre. Oui, Donner. merci mes chers collègues donc, pour votre intérêt. En fait, tout se recoupe, même dans les réponses. Alors, la question de ma collègue Madame Emel, peut-on prévoir un séisme? Le prévoir avec exactitude à l'heure et à la minute, dans l'état actuel des connaissances, c'est pratiquement, ça n'existe pas. Ça n'a pas été démontré. Par contre, il y a beaucoup de travaux qui se font dans ce sens-là. Pour, disons, ils sont arrivés parfois à 4-5 heures de l'arrivée du tremblement de terre. Il y a des laboratoires, que ce soit par les animaux, le comportement des animaux, les poissons, les chiens, les chats. Non. Ça, c'est, disons, à quelques heures. Ils sont arrivés une fois à 4 heures, 4 ou 5 heures avant l'arrivée du tremblement de terre. Mais dire exactement que ce tremblement de terre va se produire à l'instant T, jusqu'à l'état des connaissances, ça n'a pas été démontré. Alors, il y a aussi des mesures de pression qui se font dans les nappes phréatiques et une augmentation de pression énorme, puisque c'est de l'énergie, donc ça pousse. Il y a une augmentation de pression qui a été observée avant l'arrivée du tremblement de terre. Pas forcément avant l'arrivée de quelques heures, mais dans les jours qui viennent avant le séisme, ils ont remarqué que les niveaux de nappe augmentent anormalement. Et ça a été lié avec le séisme. Concernant les questions de CALI, effectivement, ce sont les ondes P qui arrivent les premiers, suivies des ondes S, puis les autres ondes, L et relais qui suivent, puisqu'ils ont des vitesses différentes.
Et ça, je pense que dans le sismogramme que j'ai montré, ça a été démontré qu'il y avait l'onde P, puis l'onde S, et puis les autres ondes donc, qui ont pris naissance. Quant au tremblement de terre qui touche l'Afrique du Nord, et notamment celui de Agadir. D'abord, avant de parler du tremblement d'Agadir, il y a 3 jours, le 3, il y a 6 jours, il y a eu un tremblement de terre similaire à celui dans le même, vous êtes géologue, donc c'est offrant des nappes de charriage du Rif. C'est pratiquement dans le même contexte tectonique que l'Algérie, que les nappes de charriage de l'Algérie. Et ça, c'est un contexte structural tout à fait particulier. À mon avis, je n'étais pas au Maroc, mais les tremblements de terre qui se produisent à Agadir sont liés à la faille de l'accident sud-atlantique. La faille sud-atlantique qui, elle subit également les contre-coups de cette avancée de la chaîne alpine. C'est un peu Gafsa chez nous, mais beaucoup plus compliqué, avec la présence de l'anti-Atlas et du Moyen Atlas chez eux. C'est ça ce qui fait la différence. Donc nous avons 2 contextes tectoniques différents. Le nord, le Rif, il va avec l'Algérie, la SNEM et ce qui se passe chez nous, c'est une bande. C'est toutes ces nappes de charriage donc, qui sont en train de créer des séismes. Et puis, au sud, Agadir, c'est la chaîne atlantique qui heurte la plateforme saharienne. Et je pense que c'est un contexte tectonique qui est différent. Ça a été effectivement signalé, moi je le donne au cours, le tremblement de terre de l'Asnab. Pour les constructions parasismiques, bon, effectivement, l'idéal dans un pays comme la Turquie, où tout le pays doit être en parasismique, tout le pays doit être en parasismique, vu cette vulnérabilité du sol, ces zones qui sont très, très fragiles partout, le nombre d'épicentres qui est pratiquement parsemé d'est en ouest de la Turquie. Alors, il y a des bâtiments ou des œuvres qui se font selon les normes parasismiques. Entre autres, même en Tunisie, hein. Peut-être on ne le sait pas, mais il y a les barrages, par exemple, ils doivent être faits automatiquement et impérativement en construction parasismique. Et moi, je suis témoin, le barrage de la Ouerb, lorsqu'il était en train d'être construit, j'étais en train de faire le lever de la structure de Jbal Chirichir à l'époque, et on avait détecté la faille, et on est allé voir les gens donc, qui travaillaient, c'était avec mon collègue chez les Abès, on était voir les gens qui étaient sur place, on a signalé la présence d'une faille importante sur laquelle s'arrêtaient les structures, et bien ils l'ont vu, ils nous ont dit, on a vu la faille, et on va injecter, donc on va injecter tout le nécessaire de telle sorte, il nous faut un tremblement de terre supérieur à 8 pour que le barrage cède. Donc il y a les barrages, il y a les hôpitaux, il y a les prisons. Donc il y a quelques constructions qui sont faites automatiquement en parasismique. Reste pour l'habitation, il y a à boire et à manger. Donc chacun quand il a un lot. Je pense que le Tunisien... Heureusement que dans les habitations, il y a à boire et à manger. Heureusement déjà. Peut-être pas demain. Alors, pour les prévisions donc, et les modélisations, je pense qu'il y a des écoles qui sont en train de faire de peaufiner les modèles. Hein. Mais en anglais, on l'appelle hasard.
tremblement de terre. Donc, il y a une grande part du hasard. On a une faille, on ne sait pas, ou une faille courbe, on ne sait pas si elle va bouger dans ce sens ou dans l'autre sens. Mais il y a des mesures systématiques. Les sismologues se penchent très bien sur ces questions-là. Ils ont des pronostics. Ils savent, par exemple, que telle faille, elle va bouger. Ils le savent. Et ils ont une cartographie très fine de toutes les failles mobiles, de toutes les failles sismiques, mais dire que cette faille, c'est demain qu'elle va bouger, faites attention, ça, il est encore donc du domaine pas de science-fiction, mais disons de l'étude, liée à l'étude. Bon, une dernière réponse pour mon collègue Fehr. Donc, il faut éviter les zones fragiles, tout à fait. Maintenant, je pense que la Turquie, hein, qui a un nombre de morts aussi important dans ces zones-là. D'ailleurs, moi, je ne sais pas si et ça m'étonne que toutes les constructions sont faites selon les normes parasismiques. Ça m'étonne. Et donc, si on arrive de mettre des zones rouges, ces zones-là sont interdites à la construction, au moins on évite un certain nombre de... Donc, on sauve des vies humaines. Voilà. Très bien. Merci. Je te remercie pour votre patience. Je remercie ceux qui sont ici pour leur curiosité. Hein. Et je vais tenter de répondre à Fakhr. Je pense que c'est une réponse qui va te satisfaire. Dans quelques temps géologiques, la Turquie ne sera pas en Turquie. Voilà. Puisque si tu as compris l'histoire de la savonnette, hein, j'ai calculé que dans 100 000 ans, toute la Turquie sera dans l'Union européenne. Donc, les Turcs n'ont pas besoin. Elle le veut, d'ailleurs. Les Tunisiens vont enjamber la Méditerranée pour arriver à Marseille. Parce que 100 000 ans. 100 000 ans. c'est ماحناش احنا اللي ماشيينهم سي لي زوروبيين اللي جايين راهو فهمت احنا خطينا L'Afrique est en train d'avancer sur la plaque. Ouais. Et et la plaque elle recule ou pas ما فماش حركة توي. أي. Faut dormir, attendre. احنا ماشيين لهم. Donc on va enjamber la Méditerranée bientôt. Merci tout le monde. Merci Sinourdine. Merci à vous tous. Merci d'être présents. Merci à vous tous d'être venus. Je voulais vous dire qu'il y avait un pot en bas. Donc, on vous invite à boire et à manger. Au revoir.